Bonjour Bruno. Bonjour. On élit le 23 septembre le Bundestag. Est-ce que cette élection est gagnée d'avance pour Angela Merkel? En tout cas, si on en croit les sondages, c'est une élection qui s'annonce. Lors du précédent scrutin, les résultats étaient moins serrés dans les sondages et Angela Merkel l'avait quand même emporté avec 41% des voix. Alors cette fois, les sondages lui donnent jusqu'à 15 points d'avance sur son principal adversaire, sur le Martin Schulz du SPD. La dernière photographie, peut-être on va commencer par là, oui, la dernière photographie du sondage, le sondage publié ce matin, c'est Merkel en tête avec 36% des voix, donc il y a d'autres sondages publiés hier qui lui donnent 37, voilà, entre 36 et 38, disons, pour Merkel. Son adversaire, le SPD, le principal parti d'opposition, qui devrait être le parti d'opposition, mais qui gouverne avec elle aujourd'hui, c'est ça la particularité allemande, est à 22-23%, 22% d'après le sondage de ce matin. Un score historiquement bas pour le SPD. Et puis ensuite viennent 4 autres partis qui devraient faire leur entrée tous dans le Bundestag, puisqu'ils dépassent tous les 5%. Alors, parmi eux, on a Die Linke, nos amis de Die Linke, de la gauche, qui sont crédités de 8% des voix, entre 8 et 10%, d'après un panel de sondage, le dernier panel de sondage. Au lieu du combien des élections précédentes? C'était 8,6, donc bon, c'est une stabilisation, légère progression. D'après le sondage. Et après, après Die Linke, il y a le parti libéral, le FDP, qui lui avait été éliminé du Bundestag lors des précédentes élections. Ça avait été la surprise, il était passé sous la barre des 5%, et cette fois il est crédité un peu comme Die Linke, entre 8 et 10%. D'accord. Ensuite, il y a les Verts, eux sont en légère baisse par rapport, on verra bien qu'il y ait un débat écologique très fort qui s'est instauré cet été autrement, c'est un peu la surprise, ils sont entre 6 et 8%. D'accord. Et le parti qui pourrait faire son entrée, l'autre parti qui pourrait faire son entrée, qui devrait faire son entrée dans le Bundestag, c'est malheureusement l'extrême droite. Aux dernières élections, il y a 4 ans, ils avaient loupé de peu cette marche, 4,6% je crois. Et là cette fois, ils sont crédités de 9 à 11%. 9 à 11% des suffrages. Donc voilà, voilà ça c'est effectivement Merkel largement favorite, mais en même temps il y a un gros paradoxe, parce qu'elle est la chancelière sortante, et on assiste dans le même temps, dans le même moment, à la persistance d'un énorme malaise en Allemagne sur différents plans, sur le plan social, sur le plan démocratique et sur le plan écologique. Voilà. Comment on peut expliquer, parce que quand même les statistiques officielles d'Allemands, ça fait crier les autres pays européens pour dire oui, ils sont en avance, tout va bien. Tout est positif, le chômage est en baisse, excédent commercial de record. Comment on peut expliquer ça? Écoutez, après, il y a effectivement ces chiffres officiels qui sont très bons pour Angela Merkel, mais ces chiffres officiels, d'ailleurs, Angela Merkel, elle joue évidemment là-dessus. Sa campagne électorale, son slogan de campagne, c'est « L'Allemagne, un pays où il fait bon vivre ». Donc, pourquoi changer de chancelière, en l'occurrence, quand dans ce pays il fait si bon vivre. Sauf que ces résultats officiels, c'est un peu, d'ailleurs en France aussi, on pourrait avoir ces mêmes genres de statistiques officielles, où les résultats en question profitent d'abord, la focale est placée sur les résultats des grandes entreprises, les résultats en faveur des actionnaires, etc. Et pour eux, effectivement,
les choses vont très bien. Pour les actionnaires des grandes entreprises et tout, les choses vont très bien. Et eux, ils sont de plus en plus riches. Mais par contre, il y a une autre Allemagne, l'Allemagne qui nous intéresse, si je puis dire, qui, elle, est de plus en plus pauvre en même temps. Donc, c'est en cela que je disais, j'évoquais le paradoxe tout à l'heure. Il y a un creusement des inégalités dans le pays de manière assez inouïe depuis les réformes impulsées par Gerhard Schröder au milieu de la précédente décennie. Il y a une étude récente du FMI, du Fonds monétaire international, qui montre qu'il y a de plus en plus de travailleurs pauvres et qu'il y a de plus en plus de personnes en Allemagne qui sont au-dessous du seuil de pauvreté. Et il y en a, je sais pas, 17%, c'est supérieur à ce que connaît la France. Donc c'est pas très reluisant comme résultat. Et puis il y a un économiste qui s'appelle de renom, Marcel Fratscher, qui était un ancien de la Banque centrale allemande, qui a travaillé pour la BCE, la Banque centrale européenne aussi, donc, et qui dit, lui qui vient de sortir un bouquin, qui montre que les inégalités, à quel point les inégalités posent maintenant un problème à la société allemande, parce qu'elles ont rejoint, et lui il le prouve chiffre en main, elles ont rejoint le niveau des États-Unis. C'est pas rare en Allemagne aujourd'hui que personne, des jeunes surtout, peu diplômés, etc., doivent recourir à plusieurs emplois dans le même jour, plusieurs emplois précaires évidemment, pour arriver à survivre. Donc c'est une situation... Voilà. Et ce qui inquiète quelqu'un comme Marcel Fratscher, cet économiste, c'est que Schröder a fabriqué ce qu'on appelle une trappe à bas salaire, c'est-à-dire, il a précarisé, il a pris des mesures, flexibiliser la société, comme veut le faire notre président en France, flexibiliser la société au point qu'il y a un certain nombre de gens qui sont aujourd'hui contraints par ces mini-jobs, petits boulots, etc. Et il les a tellement bien contraints que les gens qui sont dans cette trappe à bas salaire n'arrivent plus à ressortir, à soulever le toit de la trappe pour, comme ça devrait être le cas prétendument, c'est-à-dire quand on a retrouvé un petit boulot, qu'après on puisse retrouver un travail stable, etc. Et bien non, là c'est pas le cas. L'étude de Marcel Fratscher le prouve. Il y a de plus en plus de gens, ces cloisons deviennent hermétiques, on est prisonnier des petits boulots, de la précarité. Et ça, c'est une contradiction énorme, parce qu'au même moment, il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits en termes de travailleurs qualifiés. Il y a tout un tas de travailleurs qualifiés, tout un tas d'entreprises qui ne trouvent pas de manœuvre qualifiée suffisante. Donc ces personnes n'arrivent pas à se qualifier ni quoi que ce soit, et ne sont pas. Ces personnes demeurent dans cette zone de bas salaire, peu qualifiées, alors que les entreprises, elles, cherchent désespérément, pour certaines, des travailleurs qualifiés. Donc cette baisse de chômage, c'est au prix de baisse de niveau de vie d'une partie importante de population allemande. Cette paupérisation de peuple, une fraction de peuple allemand nous est connue. Vous parlez aussi de carence démocratique, une malaise démocratique plutôt. Oui, alors le malaise démocratique est plus lié à la situation politique. C'est-à-dire que Angela Merkel a déjà fait 3 mandats, elle pourrait en faire un 4e, puisqu'elle est archi-favorite de ce scrutin. Et sur les 3 mandats qu'elle a fait, elle a fait 2 grandes coalitions. C'est-à-dire, c'est la coalition, comme si en France, il y avait une coalition entre l'ex-UMP et l'ex-PS. Et c'est une coalition qui regroupe l'essentiel des forces politiques du pays. Donc les différences dans le débat politique, les différences entre les uns et les autres s'atténuent, se gomment, voire disparaissent. Et c'est très difficile pour Martin Schulz, le candidat du SPD, de faire la différence, de se montrer, de prétendre présenter un projet différent.
On l'a vu lors du débat, il y a eu un débat télévisé, le seul débat télévisé de la campagne, entre Angela Merkel et Martin Schulz ce dimanche dernier. Eh bien, Martin Schulz a éprouvé les plus grandes difficultés à se différencier d'Angela Merkel parce qu'ils ont le même bilan gouvernemental. C'est facile pour Angela Merkel de dire bah oui, voilà, tel ministre au SPD a fait telle chose, c'était très bien, etc., etc. Donc ça tient à cette méthode de gouvernement qui consiste à regrouper les deux grandes forces politiques du pays et puis à dire circuler, il n'y a rien à voir, on continue à mener la politique libérale qu'on a menée ces dernières années. Et malaise écologique, qu'est-ce que vous Alors, voulez dire? malaise écologique, ça renvoie à un scandale qui a eu lieu cet été, qui a éclaté cet été, donc qui devrait éclabousser, enfin en tout cas intervenir dans les débats de la campagne électorale. C'est-à-dire que vous savez que Volkswagen avait déjà eu quelques démêlés avec la justice, notamment pour la justice américaine, surtout. Les justices. La justice américaine sur l'environnement. Parce qu'ils ont fraudé sciemment leurs émissions de gaz à effet de serre, les émissions de leur moteur diesel, il y a 2 ans. On pensait qu'il n'y avait que Volkswagen, mais en fait, non. Il y a tout un scandale, le scandale qui a éclaté cet été, c'était mis à nu un cartel des 5 plus grands constructeurs automobiles allemands. Donc vous avez Volkswagen, vous avez Audi, vous avez Porsche, vous avez BMW et vous avez Mercedes. Que légalement est interdit de faire cartel. Légalement, c'est interdit, mais surtout, ce qu'ils ont fait dans le cartel, c'est pas fait. Il y a l'aspect commercial du cartel, l'entente sur des aspects commerciaux. Mais le plus grave, c'est l'entente pour tromper les organismes de contrôle de l'environnement. Et en particulier sur le dioxyde d'azote, les 5 là se sont entendus pour mettre en place un dispositif qui leur permet de consommer le moins possible de liquide, un liquide qui s'appelle AdBlue, qui permet par catalyse de réduire les émissions d'oxyde d'azote. Mais le problème, c'est que pour que ça fonctionne bien, il aurait fallu installer de gros réservoirs de liquide AdBlue dans les moteurs, ce qui aurait fait un surcoût d'au moins 1500 € par automobile. Donc, pression des financiers, pression de cette logique de rentabilité financière. Et donc, il a fallu limiter le plus possible les 10 réservoirs. Et donc, du coup, ils ont fait des réservoirs qui ils sont entendus comme des vulgaires faussaires. Ils ont fait une alliance de faussaires pour réduire les émissions pour réduire la consommation de ce liquide AdBlue, et donc qui n'a fonctionné convenablement que pendant les périodes d'homologation des véhicules. C'est-à-dire que le véhicule était c'est impeccable, le véhicule était homologué propre, pas de problème, et il était vendu aussi, les opérations marketing, le diesel propre de nos voitures, etc., etc. Et donc après, une fois que le véhicule roule en croisière normale sur les routes, là, il pollue, il dépasse allègrement il explose toutes les limites d'oxyde d'azote. Donc ça a suscité évidemment beaucoup d'émotions. Il y a des plaintes déposées par des associations de défense de l'environnement, des plaintes déposées par des automobilistes qui ont été blousés. On leur a vendu une voiture propre et elle n'était pas propre. Bon, ça risque de coûter très très cher à l'industrie automobile. Mais bon, il y a eu la convocation d'un sommet du diesel début août pour faire face à cela. Mais les constructeurs automobiles ont choisi un traitement à minima, c'est-à-dire qu'ils ont choisi de régler
les logiciels et de rappeler des véhicules pour régler les logiciels. Ça va leur coûter cher, mais ça leur coûtait beaucoup moins cher que ça aurait pu coûter s'ils avaient fait les modifications nécessaires pour rendre les moteurs effectivement propres. Donc voilà, et la partie politique, le gouvernement qui avait convoqué ces états généraux du diesel, ou ce sommet du diesel, eh bien, il n'a pas obtenu davantage, il n'a pas tapé du poing sur la table, il n'a pas exigé autre chose de la part des constructeurs automobiles. Et quand on regarde comment fonctionne le gouvernement, on s'aperçoit qu'il y a des personnes de l'industrie automobile qui sont de temps en temps ministres ou de temps en temps à la tête de l'industrie automobile, un peu qui pantouflent à la tête de l'industrie automobile avant de redevenir ministre. On connaît bien ça aussi en France maintenant. Et donc, ce qui explique le poids de ce lobby de l'industrie automobile et le fait que finalement, il est pris que des décisions à minima. Mais pourquoi il a pris des décisions à minima? Parce que dedans, dans ce cartel, dans le gouvernement, il y a les deux grands partis, les partis de la grande coalition. On revient à la grande coalition, sont tous les deux frappés, tous les deux liés de la même façon à l'industrie automobile. Un certain Martin Wisman. C'est un très proche de la chancelière Matthias Wisman, pardon. C'est très proche de la chancelière Angela Merkel. Il a été ministre des Transports et il est maintenant le chef de l'association de l'industrie automobile allemande. Très puissante association. Et de la même façon, Sigmar Gabriel, qui est le vice-chancelier, aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, SPD, il a été membre du conseil de surveillance de Volkswagen. Donc on voit cette imbrication entre responsables politiques et dirigeants des grandes entreprises d'automobile est absolument effarant. Et donc c'est ce qui explique, ça explique pourquoi les raisons du malaise écologique que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décision vraiment. Alors le gouvernement, Angela Merkel a dit qu'il y aurait une autre sommet du diesel en novembre. Enfin, ça tombe bien, ça sera après les élections. Mais voilà. Et ça explique aussi pourquoi, dans le débat que j'évoquais tout à l'heure, Schulz n'a pas pris des positions très différentes de la chancelière sur ce dossier-là. Il n'a pas pu prendre des positions très différentes parce qu'il est coincé également. Il y a même proximité entre le SPD, peut-être même davantage de proximité encore, entre le SPD et l'industrie automobile. Donc voilà, c'est ça cet ensemble-là, ce malaise dans la société, d'un côté, et puis de l'autre, une Angela Merkel qui apparaît surtout par défaut, qui va apparaître la politicienne qui fera le moins de dégâts, qui sera la plus protectrice des électeurs, plus rassurante. C'est cela qui fait que Angela Merkel est aujourd'hui hyper favorite, et c'est cela aussi qui fait qu'il y a des risques d'une abstention très très forte. Sans doute des records historiques d'abstention pourraient être battus. Et puis, aussi, ça c'est plus préoccupant, d'une percée de l'AfD, le parti d'extrême droite allemand. Juste après la présentation de Martin Schulz comme candidat, il y avait une forte augmentation de Martin Schulz, qui était presque au même niveau que Angela Merkel. Est-ce qu'il y a un phénomène qui peut expliquer la baisse brutale de sa popularité? En fait, Martin Schulz n'a augmenté. Martin Schulz pouvait faire illusion parce que c'était aussi le calcul fait par la direction du SPD, qui était coincé par ce qu'on disait à l'instant sur la grande coalition et le fait que les deux partis ont du mal à se différencier. Martin Schulz vient d'extérieur, il venait du Parlement européen, et donc c'était une nouvelle tête dans cette affaire, et donc il pouvait faire illusion en tout cas comme nouvelle tête. Et puis surtout, il a commencé à mener une campagne avec un ton à gauche.
Il a dit, il a mis en cause un certain nombre les lois, une des lois Hartz, promue par l'ancien chancelier Schröder. Alors que jusque-là, aucun candidat du SPD ne l'avait fait. Et il a dit, maintenant, le temps est venu de la justice sociale. Donc au départ, ça a résonné dans la société, avec les malaises sociaux, le malaise social que j'évoquais tout à l'heure, ça a résonné de manière positive auprès des électeurs. Et c'est ce qui explique que Martin Schulz a pu bénéficier au départ d'un rebond très fort, puisqu'il était à 34-35% à un moment donné, à égalité quasiment avec la chancelière. Et puis, bon, tout ça s'est retombé, le fait Schulz a fait pchit, si je puis dire, parce que Schulz est revenu aux vieilles habitudes consensuelles du SPD, de la direction du SPD. Il y a eu un congrès électoral au mois de juin, dans lequel il en a rabattu sur des propositions de réformer les réformes de Schröder. Et puis surtout, il a invité même, c'est l'invité d'honneur de ce congrès, ça a été Gerhard Schröder. Donc voilà, ce qui explique pourquoi l'effet Schulz a fait pchit et fait de plus en plus pchit, parce qu'il était remonté à 34%, et aujourd'hui, les derniers sondages donnent le SPD à 22%. C'est-à-dire un score encore plus bas que celui qu'il avait fait en 2013, qui était déjà considéré comme un score très, très bas pour le SPD. Donc, avec la montée en puissance au niveau de sondage de Schulz, il y avait un petit espoir d'une coalition gauche vers Die Linke et parti SPD. Donc ça, c'est explosé. Ça n'existe pas, cet espoir. Dans ce tableau sombre, est-ce qu'il y a un lueur d'espoir quelque part dans cette société allemande pour nous? La lueur d'espoir, c'est quand même, on va la chercher du côté de nos amis de Die Linke, parce que, comme je disais tout à l'heure, ils sont relativement stables dans les sondages, ils progresseraient légèrement par rapport au score de 2013. Et puis surtout, c'est qu'après l'effet Schulz dont je parlais tout à l'heure sur la justice sociale, machin, etc., les électeurs, ils savent qu'il y a un parti qui est sérieux avec la justice sociale, et c'est Die Linke depuis des années qui se bat sur cette question. Et il y a un signe intéressant en cette fin de campagne, c'est qu'il y a une liste de syndicalistes progressistes qui appellent à un parti Die Linke fort dans le Bundestag. Ils ont lancé un appel, et la liste de ces syndicalistes est beaucoup plus longue que lors qu'aux précédentes élections, et avec des gens, avec des syndicalistes de renom, etc. Donc, il y a là un petit espoir qu'il y a un sursaut du côté de Die Linke, et que le Die Linke puisse réaliser un score correct. Il y a un enjeu très important, parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a la percée de l'extrême droite, qui, c'est à peu près acquis maintenant, à peu près certain, va rentrer dans le Bundestag. La question qui se pose, c'est qui sera le troisième parti, parce que bon, la CDU sera le premier, le SPD le second, mais qui sera le troisième parti? Et Die Linke était le troisième parti dans le Bundestag actuel. Ouais. Et là, il y a une sacrée concurrence, puisqu'il y a 4 partis qui sont susceptibles de faire rentrer dans le Bundestag. Et Die Linke, si cette tendance se confirme, pourrait, enfin en tout cas, va disputer cette troisième place. Et elle va lui disputer à qui? À l'extrême droite. Puisque l'extrême droite est donnée en progression ces derniers temps. Et donc c'est une bataille. FDP aussi, il fait de progression. Oui, mais pour cette question sur Die Linke
l'extrême droite est très très important. Parce que Die Linke est le seul parti qui se bat vraiment de manière très conséquente contre la xénophobie de ce parti d'extrême droite qui prend bille en tête l'immigration, etc. Et ça, c'est très très important qu'il y ait un parti dans le Bundestag qui combatte ces idées racistes. Merci beaucoup, Bruno Dan. On sait que bientôt vous allez être à Berlin, vous allez suivre cette élection pour nous. Vous allez être nos yeux en Allemagne. Bon voyage, on va vous suivre dans le journal et sur le site. Merci à vous.